3h38 sur Europe 1 et on accueille Jihad Ali. Bonsoir Jihad Ali. Bonsoir. Bonsoir. Jihad Ali, on avait échangé la semaine dernière sur le placement de vos deux garçons et puis je vous avais proposé que nous finissions cette discussion qui tourne autour des placements abusifs. Jihad Ali, c'était ce week-end que vous faisiez votre manifestation là ou c'est le week-end prochain? Oui, nous c'était justement dimanche dernier, hier. Oui. Pardon. Et concernant les personnels de l'aide sociale à l'enfance, je dois dire que nous avons eu beaucoup de surprises d'avoir des cadres supérieurs de l'ASE en fonction qui sont venus témoigner et parler, disons, en anonyme, témoigner des rouages de ces systèmes qui emmènent à cette faillite de l'ASE et que ce sont des lanceurs d'alerte, étant donné qu'ils sont encore en fonction, il ou elle reste pour le moment anonyme. Voilà. Justement, c'était hier effectivement notre inauguration de la pyramide numéro 3, dédiée aux victimes des abus de confiance, abus de faiblesse et des trafics de tout genre qu'on rencontre malheureusement dans les services de la protection de l'enfance. Alors, si vous voulez bien, pour ceux qui peut-être n'étaient pas encore à l'antenne pour une raison ou une autre, je peux faire juste en quelques phrases le résumé de ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit que j'ai été, donc mes deux enfants ont été placés le 17 juin 2011 pour deux raisons bien distinctes. Premièrement, la fragilité psychiatrique de la mère et deuxièmement, une enquête en cours à l'égard du père. Tous les enquêtes et expertises m'ont mis hors de cause en septembre 2011 et le 19 avril 2012, un juge des enfants a ordonné le retour des enfants chez moi, à mon domicile, à condition que le juge des affaires familiales fixe la résidence principale des enfants chez le père. Chez vous donc? Voilà, chez moi. Et nous sommes maintenant en juin 2022. Non seulement mes enfants ne sont toujours pas rentrés à la maison, mais aussi depuis 2015, je n'ai eu aucun droit de visite à aucun de mes enfants. Alors, ceci, les services de l'ASE, en fait, l'expliquent du fait qu'en 2015, j'ai pris des photos de souvenirs de mes enfants sans leur demander de sourire. Et selon l'UFSE de l'Aigle, qui est un sous-traitant de l'ASE des Yvelines, ces photos sans sourire pourraient porter préjudice à l'image des services de l'ASE. Voilà. Donc c'est pour cela que depuis 7 ans, je ne vois pas mes enfants. Donc, je vous ai dit également que le dimanche 26 juin, nous allons inaugurer une sculpture monumentale que j'ai créée qui s'appelle la pyramide numéro 3. Il s'agit d'une sculpture monumentale de 7 mètres de haut. Il y a 36 mètres carrés espace habitable dedans. Et cette pyramide donc est dédiée, nous l'avons dédiée avec une plaque métallique gravée à tous les victimes d'abus de confiance, abus de faiblesse et des trafics de tout genre en cours dans les services de la protection de l'enfance. Alors, au cours de cette inauguration, il y a eu de nombreuses associations, il y a eu beaucoup d'intellectuels,
Il y a eu des travailleurs sociaux, il y a eu des écrivains, il y a eu des députés, il y a eu des élus, il y a eu des journalistes. On était nombreux et ça a eu un très très bon succès. Déjà, toutes les associations et les intellectuels ont été tous très concentrés sur l'idée qu'il faut réfléchir et trouver des alternatives au fonctionnement actuel de l'ASE qu'on considère en faillite. Et il y a eu des associations et des parents qui sont intervenus. Il va y avoir sûrement des vidéos qui vont sortir par la suite. Moi, je n'ai pas eu encore le temps de les mettre sur mes pages sur les réseaux sociaux. Et il y en aura sûrement beaucoup. Les associations et les parents sont intervenus, sont témoignés. Certains, plupart, étaient très émouvants. Et personnellement, j'ai été très touché par une collectif des parents qui avait écrit une lettre au juge des enfants de Versailles, lui demandant à ce que, puisque mes enfants n'ont pas vu leur père depuis 7 ans, ils soient autorisés à participer à cette inauguration en présence de toutes ces personnes. Notamment, il y avait plusieurs avocats. En leur présence, mes enfants assistent à cette inauguration. Ça vous a été refusé, je suppose? Alors, c'est eux qui avaient demandé. Ils ont lu leur lettre en public et ça m'a beaucoup ému parce que ils n'ont pas eu, d'autant plus que j'étais désolé parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Et puis d'autres associations, je pourrais pas tout nommer, donc voilà, je vais pas rentrer dans ça parce que je risque d'oublier aussi des militants, des lanceurs d'alerte, tout ça. Donc voilà. Et après avoir donc fait un petit peu le compte rendu de cette manifestation qui était un grand succès, je reviens, si vous voulez bien, sur mon histoire. Oui, c'est mieux d'ailleurs, parce que ça intéresse plus les auditeurs, si vous voulez, de connaître les détails de votre histoire. Voilà. Alors, mon histoire, en tant qu'une histoire personnelle, c'est une histoire comme un autre. Et si mon histoire n'avait pas d'intérêt pour la collective, pour l'ensemble de la cause, ça n'aurait aucun intérêt. C'est pour cela que je vais me forcer à rester assez synthétique pour expliquer comme mon histoire, mon dossier, comme ça s'est déroulé. D'accord. Et pour permettre, en fait, de voir comment on en est venu là. Et je pars de ce principe qu'il n'y a aucune raison que je sois seul dans ce cas de figure. Je suis peut-être un des rares survivants qui peut en parler, mais il n'y a aucune raison que je sois seul dans ce cas de figure. C'est pour ça que raconter mon histoire de manière synthétique et un petit peu comme j'étais enseignant en art, je disais toujours, on va partir du global au détail et du plus simple au plus compliqué pour mieux comprendre les problématiques, en fait, l'histoire. C'est ça que je voudrais appliquer à mon histoire. Donc, pour vous raconter, il faut savoir que dans l'histoire de placement des enfants, en tout cas dans le mien, il y a plusieurs intervenants et chaque intervenant, eh bien,
il y a eu des affaires, des problèmes à régler avec chacun de ces intervenants de manière séparée. Mais en même temps, l'ensemble des intervenants, j'ai parfois eu l'impression qu'ils se sont concordés et que moi, en tant qu'une personne, un parent, je devais gérer à la fois les parties et l'ensemble. Donc, il y a déjà mon ex-femme qui était à l'origine du placement des enfants. Il y a les services de l'aide sociale à l'enfance qui comprend l'ASE et ses sous-traitants. Il y a le juge des affaires familiales, dont on appelle le JAF pour simplifier. Il y a mes avocats. Il y a les avocats adverses qui comprend l'avocat de mon ex-femme, l'avocat de l'ASE, l'avocat de l'UFSE et ainsi de suite. Il y a la CAF des Yvelines, il y a la banque, il y a des huissiers. Pourquoi? Il y a la cour d'appel, oui. Il y a le tribunal des tribunaux pénals, il y a la communication que je devais faire en fait de tout ça, et puis il fallait aussi gérer ma quotidienne et puis ma vie affective et ainsi de suite. Voilà tout ce que j'ai eu à gérer. Alors en commençant par mon ex-femme, je l'ai dit la semaine dernière, qu'elle a malheureusement des problèmes, des fragilités psychiatriques et des maladies neuropsychiatriques. Alors, donc elle est partie le 17 juin 2011 et elle a fait placer nos deux garçons à l'ASE, à une antenne de l'ASE, en l'occurrence à Chanteloup-Lévis. Et puis, pendant que vous étiez au travail, je précise. Pendant que j'étais enseignant dans ma classe, dans la ville où j'habite, donc à 3 kilomètres de l'ASE qui a placé mes enfants. Elles ont prétendu qu'ils ne m'ont pas trouvé, alors qu'à l'époque, j'ai accroché tous les clés des salles municipaux dans ma maison pendant 25 ans. Et que j'étais dans des salles municipaux qui nous ont été qui ont été mis à notre disposition en tant que association de loi 1901 et en tant que école d'art. Donc ne pas pouvoir me contacter, ça c'est quelque chose auquel on ne peut pas croire. Enfin, il n'y a pas lieu d'y croire. Voilà. Donc ils ont peut-être. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que entre placer deux petits garçons à l'époque et essayer d'envoyer peut-être une voiture à l'adresse du papa ou dans le village où vous exerciez votre métier d'enseignant, je pense qu'il y a quand même, enfin en tout cas, il y a voilà. Il y a une possibilité quand même d'éviter un placement qui est quand même quelque chose de très perturbant pour les enfants. Bien sûr, parce que même d'après les services de l'ASE, j'ai lu dans le dossier de mes enfants que le plus grand de mes garçons, qui avait 3 ans, pendant une semaine a refusé de manger. Il a pleuré. C'est le terme qu'ils ont écrit. Enfin, c'est les phrases que l'ASE a écrit. Qui a donc ce garçon pendant une semaine a refusé de manger. Il a toujours pleuré et il a erré. C'est le mot qu'ils ont utilisé, dans des différents groupes en pleurant pendant une semaine. Donc, voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc, ils n'ont pas pu me joindre alors que tout le monde avait, mais il y avait des affiches placardées partout en raison de mes activités artistiques. Et puis, toutes les municipalités, la région, mais la ville de Chanteloup, pour laquelle j'avais travaillé en étant payé par le conseil départemental ou conseil général, et la ville pendant une année
pour faire des fresques avec des jeunes sur les murs de la ville. Donc, de pas trouver mon numéro de téléphone, ben on peut pas y croire, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et puis, donc, mon ex-femme a été à l'occasion logée. Les enfants ont été mis dans 2 foyers différents. Mon ex-femme était logée. Donc, je ne sais pas où, comment, ça, je ne l'ai pas su. Ensuite, au bout de 15 jours, voilà, je vous ai raconté la semaine dernière, au bout de 15 jours, on était chez le juge des enfants qui a placé les enfants pour 6 mois pour 2 raisons que j'ai tout à l'heure évoquées. À partir de là, j'ai commencé à tout simplement discuter avec les services de l'ASE en disant que, eh bien voilà, surtout à partir de septembre, en disant j'ai engagé la procédure de divorce, que nous sommes de fait séparés puisque mon ex-femme est partie et que je ne vis pas avec elle, donc il n'y a pas de problème de violence ni rien, que mes enfants peuvent rentrer chez moi. Ils ont, en fait, chaque fois, ils m'ont fait croire que demain ça ira mieux, et puis les placements ont continué. Sauf que pendant cette période des placements de 6 mois, j'avais des visites médiatisées, des visites non médiatisées. Pendant les visites non médiatisées, j'allais voir mes enfants, je sortais avec eux, on mangeait ensemble, on discutait, on jouait ensemble. Et pendant les visites médiatisées, les référents de l'ASE, soit elles ne venaient pas aux visites, et ils m'annonçaient que ça a été supprimé, alors que moi j'attendais pendant 15 jours pour voir mes enfants de bas âge. Donc j'attendais, je comptais les secondes, les minutes, les heures. Et arrivé là, on me disait l'éducatrice n'est pas venue, donc vous pouvez pas voir vos enfants. Et il fallait que je reparte. J'ai été repoussé à la porte des foyers et je partais en voiture à mon travail. Et j'étais un Oui. danger, un danger public. Conduire Là, en pleurant. Pardonnez-moi de vous interrompre, Dali, mais à ce moment-là, vous respectiez cette décision parce que votre femme avait un peu précipité cette situation. Dans quel état d'esprit vous étiez quand on vous accordait ces visites pour quelque chose, je le rappelle, vos enfants étaient placés alors que vous meniez une vie normale en tant que professeur, vous gagnez bien votre vie, tout allait bien, vous êtes un homme équilibré. À cette époque-là, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous vous dites ça va s'arranger, c'est une erreur. Qu'est-ce que vous vous dites? Alors, tout le monde me dit que dans 6 mois, vous allez récupérer vos enfants. Il n'y a aucune raison qu'ils restent placés. Et je vous le dis, je l'ai déjà, la brigade de famille de Saint-Germain-en-Laye, ils m'ont téléphoné en me disant texto, monsieur, allez récupérer vos loulous. Ils n'ont pas à rester placés. Et les services de l'ASE m'ont dit que, enfin, les services de la justice m'ont dit qu'il va falloir m'organiser à récupérer mes enfants. Bon, bientôt. Donc, on est bien dans un état d'esprit général où les choses vont s'arranger, mais malheureusement, on va voir que ça ne va que s'empirer. On va marquer une pause et laisser passer l'info, Ziad Ali, et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ? D'accord. Vous êtes encore nombreuses et nombreux ce soir à nous écrire, Marlène, Martine, Irène, Sacha, Eric, Hervé, Isabelle, Hélène, Annie, Sophia, merci pour vos messages. Valérie aussi, merci pour vos nombreux messages et bien évidemment,
à l'intention d'Iliana, beaucoup de ses messages, et puis aussi à l'intention de Jihad Ali qui nous raconte son histoire. Donc on en était, Jihad Ali, aux premières semaines, durant lesquelles, après avoir vu vos deux garçons placés, un placement dû quand même aux ennuis psychiques, à la maladie psychique de votre ex-femme, vous êtes tout de même dans un état d'esprit de confiance. Tout le monde finit par vous dire que ça va finir par s'arranger, que ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais que ça va s'arranger. Voilà, j'attendais impatient que le 6 mois de placement soit terminé et que le juge des enfants ordonne le retour des enfants à la maison. Sauf que le jour de l'audience, en dernier, après le commencement de l'audience, deux éducateurs de l'ASE, de Chanteloup-Lévy, sont rentrés dans l'audience en catastrophe en annonçant au juge des enfants que mon garçon de 3 ans et demi venait de se masturber. Et là, d'un seul coup, le juge il pouvait pas mettre en liberté un enfant qui venait de se masturber. Et le pédopsychiatre dira plus tard que non, il avait 4 ans, dira plus tard que mais où vivent ces travailleurs sociaux? Non, mais on sait tous que la masturbation chez les enfants est très tabou dans ce pays, parce que on l'évoque souvent sur cette antenne. Oui, mais il avait... Enfin bon, oui, on ne sait pas où il vit. Non, mais même si, Jihad Ali, qu'est-ce que ça vient faire dans un placement? Qu'est-ce que cette question vient faire là-dedans? Eh bien, ça servit à renouveler les placements de 4 mois. Non, mais écoutez. Donc, c'est pas rien. Et en fait, le pédopsychiatre a écrit que ces gens-là, ils font exprès ou quoi? Parce qu'à partir de 4 ans, les enfants se découvrent. Mais sauf que il ne s'était pas masturbé. D'après le dossier de mes enfants, il a joué avec son doudou. Voilà, tout simplement. Il avait un maquis avec lui et il a joué avec. Donc on a considéré que c'était de se masturber, et il l'a fait visiblement une fois dans sa vie parce qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Mais ça servit quand même à renouveler les placements pour 4 mois. Alors que j'avais trouvé un nounou pour garder mes enfants. J'ai été voir des crèches, j'avais trouvé des crèches pour les garder quand je serai au travail. J'avais tout prévu. Donc, les enfants sont placés encore pour 4 mois. Et la fois d'après, quand au bout de 4 mois, on retourne chez le juge des enfants, donc j'espère que cette fois c'est terminé, les enfants vont sortir. Là, d'un seul coup, on sort une histoire. J'ai vu ça dans le dossier de mes enfants, qu'un juge d'instruction m'a remis, que les services au départ ont créé, il y a une éducatrice qui, soi-disant, signale qui a à l'époque, donc 4 ans, aurait dit « Maman a mis le doigt dans ma fesse ». Voilà ce qu'ils ont écrit mot par mot dans le dossier. Et cela, au fur et à mesure, ce mot change dans les rapports successifs de l'ASE, je les ai tous lus, ça change et ça devient papa a mis le doigt dans les fesses. Et ensuite, ça devient qu'il y a eu viol d'enfants à domicile. Donc, on part d'un mot qu'une éducatrice aurait dit, maman a mis le doigt dans la fesse, on en arrive à un viol de parents sur l'enfant.
Donc, le jour de le prochain audience, il y a eu une signalement d'enfants en danger de la directrice de l'ASE de Chanteloup-Lévy, que j'ai trouvé dans le dossier des enfants. C'est pour cela il faut comprendre pourquoi les parents n'ont pas accès au dossier. Parce qu'il y a des manipulations des juges des enfants tellement gros que ça ne passerait pas si les parents les voient. Marlène, au 739-21, vous demande s'il n'y avait pas d'avocat pour vous défendre. Ils ont accès au dossier, les avocats. Eh ben, ah non, mais écoutez, moi, le dossier, un juge d'instruction m'a remis tous les dossiers de mes enfants dans lesquels il y avait déjà 8000 pages que moi j'avais écrit, en plus tous les éléments du dossier, y compris en fait tout, y compris les enquêtes judiciaires et tout ça, sur un CD, tous les éléments du dossier de 2011 à 2019. Donc, j'ai tous les éléments de dossier à ma disposition. L'avocat, eh bien, on me parle de l'avocat. Je vous ai dit qu'il y a un des éléments de ces témoignages, c'est les avocats. C'est que, je vous en parlerai. En fait, mon premier avocat, qui était un cabinet d'avocats dans le 16e arrondissement de Paris, pour pas porter préjudice à tous les avocats qui sont dans les 16e arrondissement de Paris. Il s'appelait cabinet Guégan-Carole, qui, à l'époque, a été condamné à ma demande pour faute. Moi, je croyais qu'ils ont fait une faute et j'ai demandé 1250 €, qu'ils m'ont payé, c'est terminé, j'en ai pas parlé. Mais au jour d'aujourd'hui, comme j'ai vu les suites de cette affaire, je me demande si cela n'a pas agi de la même manière que les avocats suivants. Donc c'est à suivre, à voir. Ça sera au juge d'instruction de voir tout ça. Mais pour vous dire que donc au troisième audience, eh bien il y a eu un signalement d'enfants en danger à mon insu par la directrice de l'ASE de Chanteloup-Lévy, qui a permis le renouvellement des placements. Donc, moi, comme je voyais pas, en fait, quand pendant mes visites médiatisées, les éducateurs, souvent arrivant en retard, où ils supprimaient mes visites sans me prévenir aux dernières minutes, sans me prévenir. Donc, à ce moment-là, j'ai demandé au juge des enfants, écoutez, voilà, on est en conflit avec ces services de l'ASE qui font pas leur boulot. Qu'est-ce que je peux faire? Un des juges des enfants a ordonné l'externalisation des visites avec mes enfants dans un foyer indépendant à Mantes-la-Jolie. Et je devais aller non seulement voir mes enfants en non médiatisé dans ce foyer, et aussi rester des nuits avec eux. C'était le foyer hébergement, ça veut dire que je pourrais rester avec mes enfants dans ces foyers quelques jours, chaque fois. Eh bien, ce foyer, j'ai eu une première visite et ce foyer a fait, moi j'ai vu dans le dossier de mes enfants, un rapport au juge des enfants très, très, disons, en notre faveur, en disant que les enfants sont heureux, qu'ils ont une relation confiante, que les enfants aiment leur père. Voilà, ils ont fait un rapport comme ça. Et la fois d'après que je devais voir mes enfants là-bas, eh ben, les services de l'ASE, eh bien, ils ont saboté la prochaine visite. Ça veut dire on s'est trouvé devant le foyer sans pouvoir y rentrer, ni moi, ni les enfants qui étaient apportés par les foyers. Et à partir de là, ils ont en fait supprimé tous mes droits d'hébergement et droits de visite
non seulement au foyer, mais aussi ils l'ont rapatrié dans une petite salle de débarras de peut-être 6 mètres carrés, dans laquelle il y avait plein de jouets en plastique cassés et puis jonchés par terre. Nous, on devait les déblayer avec notre pied, avec mes gosses, pour pouvoir trouver une place pour s'asseoir, pour discuter, pour nos visites libres. Eh bien, et à la suite de ça, d'un seul coup, on a supprimé tous mes droits de visite avec mes enfants pendant 1 an sans que je sache pourquoi. Alors, j'écrivais au juge des enfants, j'ai écrit des centaines de pages au juge des enfants pour demander mais pourquoi je n'ai pas les droits de visite. Alors, au bout d'1 an, ça veut dire, voilà, au bout d'1 an, on retourne pour l'audience prévue au bout d'1 an. Le juge des enfants a écrit dans son ordonnance que, mais moi je ne savais pas que M. Idari ne voyait pas ses enfants pendant 1 an, parce que l'ASE ne me l'a pas dit, et M. Idari, il écrit beaucoup, et j'ai pas le temps de lire, j'ai pas lu ses lettres. Donc, au bout d'1 an, c'est ce que le juge des enfants a écrit dans son ordonnance. Et à la suite de ça, eh bien, je ne sais pas par quel moyen, c'est toujours inconnu, on a déplacé mes enfants, on a placé mes enfants, on a, comment dire, envoyé mes enfants dans 2 familles d'accueil différents en Normandie, et ils les ont placés dans des familles d'accueil sans que je sache pourquoi ni de quelle manière, voilà, pour quelle raison. Alors, et puis, il nous reste 10 minutes, Ziad Ali, donc il faut vraiment que on aille. Vous savez qu'il vous reste 10 minutes, donc je vous laisse continuer, mais sachez qu'il nous reste 10 minutes. Bon, ben écoutez, dans ces 10 minutes, bon voilà, donc on en arrive juste les placements des enfants à l'UFSE de l'Aigle, qui les a distribués dans 2 familles d'accueil différentes, et qui, pendant des années, ils ont fait croire au juge des enfants que les 2 frères sont dans 2 villages voisins et se voient régulièrement. Alors que non. Par la suite, pardon ? Alors que non, ils ne se voient plus, les petits ? Non, mais alors que par la suite, j'ai appris tout à fait par hasard, justement en voyant le dossier de mes enfants, que les enfants étaient placés à 110 kilomètres l'un de l'autre et ils ne se voyaient quasiment jamais. Voilà. Comment se fait-il que cela fait maintenant plus de 5 ans que vous n'avez pas vu vos enfants ? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on vous éloigne d'eux comme ça ? Comment on vous explique ça ? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu ? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. D'accord. Eh bien, parce que en 2015, j'ai pris des photos de souvenirs de mes enfants à l'UFSE de l'Aigle au cours de mes visites, et que les services de l'UFSE de l'Aigle, au classement familial de Normandie, m'ont reproché d'avoir pris des photos de souvenirs de mes enfants sans leur demander de sourire. C'est fou. Et selon ces institutions, ceci pourrait porter préjudice à leur image. Voilà. Donc, si je comprends bien, on prive 2 enfants de leur père juste parce que on suppute que le père ait voulu porter préjudice en ne demandant pas à ses enfants de sourire sur des photos ? Écoutez, les enfants, moi je leur ai expliqué, même si je demandais aux enfants qui sont malheureux de sourire, leur sourire ressemblerait plutôt à une grimace. La sourire, c'est profond, ça vient de profond de chacun de nous. Bien sûr. Voilà. Donc, quels sont vos recours en fait ? Parce qu'on a l'impression que depuis le début, on vous a nié en fait. Depuis le début, vous n'aviez, enfin les dés étaient pipés en fait. On a l'impression que vous êtes totalement impuissant. Vous a pris vos enfants et que à aucun moment on ne vous a écouté. À aucun moment on a pris
conscience que vous étiez quelqu'un de tout à fait normal, en tout cas que vous n'aviez aucun problème, et que vous aviez un droit, c'était de récupérer vos enfants immédiatement. Écoutez, moi, j'ai été pendant 25 ans professeur de dessin-peinture. J'ai eu des enfants de 4 ans à des adultes de 90 ans dans des groupes séparés. Pendant 10 ans, j'avais jusqu'à 80 élèves par semaine et des élèves qui avaient 9 ans à l'époque. Maintenant me saluent dans le métro, dans le bus, dans la rue. Ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Je n'ai jamais eu le moindre problème au bout de 25 années d'enseignement, de vie associative, culturelle, dans la ville, dans la région, dans le département, et que j'ai été médiatisé de par mes activités artistiques. Je passais à la télévision, dans les télévisions locales, Yveline Premier notamment. J'avais des articles dans des presses telles que parisiennes ou autres régulièrement. J'étais connu de tout le monde. On ne pouvait pas du jour au lendemain me reprocher quoi que ce soit. On m'a jamais rien reproché. Écoutez, pendant 25 ans, j'ai été prof dans des cadres associatifs, associations que j'avais créées au départ moi-même, et que, voilà, je n'ai eu aucun incident, rien. Je suis connu en fait. Mais j'entends complètement, Ziad Ali. Mais donc, du coup, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, vous n'avez plus aucun droit. Vous n'avez le droit à rien depuis le début. En fait, quels ont été vos droits vis-à-vis de cette institution qui est l'ASE? Ça veut dire quoi, finalement, que l'ASE est toute puissante et qu'elle décide sans que quelqu'un, sans que la justice gère quoi que ce soit dans cette histoire, sans qu'il y ait une je sais pas moi, ce que je veux vous dire, entendre les enfants. Voilà. Est-ce que je vous dire, écoutez, je peux encore travailler pour essayer de résumer cette histoire et essayer vraiment d'être synthétique. J'avais mis dans ces choses-là pour intervenir de manière, en fait, en séparant chaque cadre, essayer de les expliquer, mais c'est vrai que c'est une affaire de 11 ans. Et c'est compliqué d'expliquer en une heure, en une demi-heure. Je ne sais pas s'il y avait les moyens d'essayer d'avancer pas à pas, et puis justement dans l'idée d'en tirer des leçons, de voir pourquoi ça s'est passé comme ça. Et il n'y a aucune raison que je sois seul à qui ça arrive. Donc, mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul. Ça, je vous le dis, parce que vous n'êtes pas le premier parent qui appelle sur cette antenne pour nous raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête, en fait. Il y a parfois des parents qui nous appellent avec des situations où on devine que la décision de justice s'est appuyée sur des comportements sans doute parfois guidés par une situation difficile que les parents traversaient, mais ça n'est pas votre cas. Et il y a d'autres parents qui nous ont appelés comme vous, et qui du jour au lendemain ont fait l'objet ne serait-ce que d'un signalement d'une personne, d'une infirmière ou d'une institutrice ou d'un médecin, et qui sont rentrés en enfer. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, quand il s'agit de la justice française, je vais vous dire, moi, j'ai été témoin des faits qu'on ne peut voir. On ne peut pas voir, en fait, il n'y a pas beaucoup de pays au monde, on peut voir ces faits-là. Notamment, j'ai été seul devant un tribunal dans le 17e arrondissement de Paris qui a condamné un cabinet d'avocats face à moi qui n'a aucune connaissance juridique. Qui a condamné le cabinet d'avocats à me payer des dommages et intérêts, celles que je demandais.
J'aurais pu demander plus, mais celle que je demandais, ils me l'ont. Et il a condamné un cabinet d'avocats juste au pied de sa porte. Ça, ces genres d'événements, vous pouvez voir ça dans très rares pays dans le monde. Qu'est-ce que vous entendez par là? Dire qu'on est quand même dans un pays où la justice fonctionne en réalité, dans d'autres domaines. Donc c'est un pays, on peut être fier de ce côté-là. Il y a bien évidemment une justice, et on est dans une démocratie aujourd'hui qui fait que, Dieu merci, voilà. Elle Mais fonctionne en en grande revanche, partie. je vous coupe en fait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais quand même passer ce message. C'est qu'en matière de l'aide sociale à l'enfance, moi je l'ai dit et je répète, nous sommes dans des réseaux très organisés. Soit ils sont infiltrés, les services à l'origine publics de qualité, dont on a besoin, soit de fait, puisqu'il n'y a pas de contradicteurs et de contrôle, ces gens-là ont perdu la tête et que aucun responsable politique judiciaire, à part, j'espère que la justice pénale va faire son travail, aucun responsable de la justice ne veut s'impliquer dans cette affaire. Aucun. Moi, je veux vous dire, l'avocat général de la Cour d'appel de Versailles a fait un plaidoirie quasiment de 15 minutes contre moi en disant « Monsieur Idari, fait de la croisade contre l'ASE. Je n'ai fait pas de croisade, je réclame mes enfants. » Donc, il s'agit dans ce pays de mettre de l'ordre dans une institution qui est devenue contre-productive. Et pour cela, eh bien, il n'y a pas beaucoup de médias qui s'intéressent à ça. Je comprends, c'est difficile. Ils le disent, il y en a qui me l'ont dit. Ils ont dit c'est difficile de faire des enquêtes, c'est difficile d'infiltrer ces réseaux. Et que nous, on a besoin de gagner notre vie. On ne peut pas aller consacrer notre temps à ça. On a besoin de gagner notre vie. Donc, c'est pour cela que je vous remercie de m'avoir donné de temps de parole. Parce que c'est important. Parce que c'est important. Voilà, c'est important. Ben, voilà, des vies sont brisées. Des vies d'enfants sont brisées, des vies de parents sont brisées, et il me semble que c'est notre mission de s'en faire l'écho. Voilà, il ne s'agit pas, je ne fais pas des slogans, mais il suffit de regarder les résultats. 70% des anciens pensionnaires de l'ASE n'ont aucun diplôme ni qualification, contre 10 000 euros que le peuple français dépense pour élever chaque enfant placé. Quand on compte 7 500 euros que l'État paye, en plus des revenus dérivés, notamment des quêtes publiques. Vous parlez de 10 000 euros par an, par année? Non, par mois, attention, par mois. D'accord. Par mois, l'État paye 7 500 euros en moyen pour élever, pour la vie quotidienne de chaque enfant placé. Et il y a des quêtes publiques qui sont réalisées par les associations loi 1901, telles que l'UFSE de l'Aigle, qui gèrent les familles d'accueil. Ils font des quêtes publiques dont les sommes ne sont pas connues et qui passent sur tous les contrôles et des radars de contrôle, comme on dit. Et que il faut dire aussi que 40% des anciens pensionnaires de l'ASE passent le restant de leur vie dans des hôpitaux psychiatriques ou deviennent des clochards et des sans-abri, en contrepartie des investissements énormes que le peuple français font pour ses enfants. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller, il faut se révolter. Et ça, se révolter, c'est pas un parent, disons, calomnié, abattu, poussé à abandonner ses gosses, qui va pouvoir défendre cette cause-là. Ce sont des journalistes, ont le métier et de rapporter ce qui se passe dans ce pays. Donc, il faut bien maintenant commencer à s'occuper de ça. C'est quand même le temps.
Ça durait trop longtemps, ça. Ça durait trop longtemps. Voilà. Je ne vais pas donner mon avis. C'est pour cela que je voulais aller par étapes expliquer tout ce qui se passe. Mais je veux vous dire, il y a un huissier qui a été missionné par la carte des Yvelines pour prélever des pensions pour entretien et éducation de mes enfants en faveur de la mère de mes enfants, qui les a fait placer, qui a toujours demandé le renouvellement de leur placement et qui ne les a même pas eu une minute à sa charge. La carte des Yvelines ne pouvait pas ignorer que ces enfants sont placés. Donc, il y a un réseau, il y a des avocats qui ont fait des fautes apparemment qu'un auxiliaire de justice ne peut pas, le faire inconsciemment, qu'ils l'ont fait de manière consciente. Et pourquoi ils l'ont fait? Ils n'ont pas fait ça gratuitement. Ils ont pris des risques énormes. Un avocat qui est allé se présenter à la cour d'appel pour annuler mon appel dans lequel je demandais le changement de résidence de mes enfants, eh bien, cet avocat ne l'a pas fait par ignorance. Il a pris des risques sur son métier. Alors, combien a-t-il été payé? Alors, pour quelle autre raison a-t-il fait ça? Donc, il y a des réseaux de trafic au sein de l'ASE, des services de l'ASE, des réseaux de trafic, des réseaux d'escroquerie en bande organisée qui ont des conséquences criminelles. Il y a de toute façon un laisser-aller doublé d'un brouillard. En tout cas ambiant sur certaines manières de fonctionner, et vous avez raison que on a laissé les choses s'installer et on a laissé ce fonctionnement vraiment prendre racine, et que finalement on a l'impression que personne n'y met beaucoup son nez. Mais sachez une chose, Ziad Ali, c'est que nous allons veiller à ça, et en fait, je vous promets d'en parler à quelques confrères qui vont se pencher sur la question. On est obligé de se quitter, malheureusement. Rappelez-moi sur votre chaîne YouTube, en fait, sur quelle chaîne YouTube on peut aller voir un peu de quoi vous parlez, Ziad Ali. Écoutez, ma chaîne YouTube, c'est en fait mon prénom, c'est Ziad Ali, Ziydadali, et je l'ai divisé en deux, ça fait Zia, espace Dali, comme un peu Salvador Dali. Voilà, comme je l'ai admiré cette page. Donc ma chaîne YouTube s'appelle Zia Dali. D'accord. Et là-dessus, il y a une quarantaine de témoignages. J'ai consacré mon 11 dernières années à essayer de témoigner, vos enfants et de témoigner. Voilà. En tout cas, je suis à la disposition de vos collègues, de vous, quand vous voulez. Et écoutez, n'hésitez pas. J'ai des éléments énormes, 9300 pages à l'heure d'aujourd'hui que j'ai écrit moi, en plus des éléments qui sont publiés ou pas publiés. Je suis à la disposition de tous ceux qui veulent s'intéresser à la vie des enfants sans défense, sans parents ou sans parents dignes, ça existe aussi, et qui ont besoin des citoyens pour les sortir de là. Donc, votre témoignage, en tout cas, soulève beaucoup de messages ici, visiblement de personnes qui sont très sensibles à ce sujet. Quelques messages qui disent qu'il faut arrêter la libre antenne, qui est devenue un déversoir contre l'ASE. La libre antenne n'est pas un déversoir contre l'ASE. La libre antenne se fait l'écho d'affaires qui sont où on note qu'il y a des choses totalement anormales qui se passent, et surtout la libre antenne se fait l'écho d'un pouvoir écrasant de l'ASE qui ne se remet jamais en question dans ses décisions et dans sa manière de fonctionner, et même dans son fonctionnement, qui donne lieu, je suis désolé de le dire, à des naufrages humains et à des erreurs irréparables, parce qu'il s'agit là de destin humain. Et
il faut revoir la manière de fonctionner de l'ASE. Trop de témoignages viennent ici, des témoignages concordants viennent ici et montrer que ça ne va pas, que ça ne va pas. Donc, merci pour votre témoignage, Yadali. J'essaye de me faire celui qui donne la parole aux uns et aux autres. J'invite d'ailleurs à nouveau les personnes et l'auteur ou l'auteur de ce message qui dit que nous sommes un déversoir contre l'ASE, peut-être de nous appeler et de nous dire pourquoi il pense ça. Parce que, je le répète, il y a bien des situations où l'ASE fait et joue son rôle. Il y a bien des situations où les enfants sont protégés. Malheureusement, trop de situations où, je ne sais pas pourquoi, peut-être par paranoïa aiguë, par tout un tas de facteurs font qu'il y a des erreurs. Or, quand il s'agit d'erreurs sur l'humain, les conséquences sont dramatiques. Et la mission qui est donnée comme à un policier, comme à un gendarme, comme à un juge, qui est de vraiment d'avoir le pouvoir de changer le destin de certaines personnes, il faut bien être conscient quand on accepte cette mission qu'il faut le faire sérieusement et qu'il faut le faire en confrontant les avis des uns et des autres. Or, ce qui me gêne de plus en plus dans toutes ces histoires, c'est qu'on a l'impression que souvent il y a des parents d'un côté qui n'ont pas droit au chapitre, qui n'ont pas le droit de parler, qui n'ont même pas le droit de se défendre, et la parole toute puissante de l'ASE qui résonne comme un glas là et qui tombe et il n'y a plus rien à faire, plus rien n'avance. Donc il va falloir revoir ça, je pense, mais nous sommes plusieurs à le penser. Merci Ziad-Ali. Merci infiniment et je suis à votre disposition. Bien évidemment. Et la personne qui vous envoie des messages, eh bien, je l'invite à venir discuter avec moi. Si elle veut, elle nous appelle et on vous met en rapport avec elle, sans problème. Très bien. Mais je ne pense pas qu'elle appellera. Merci Ziad-Ali. Courage à vous. Merci. Au revoir.